Imagine un monde où presque tout ce que vous savez sur votre propre système immunitaire est faux. Bonjour, vous êtes sur la chaîne 33 Facts. Ici, nous partageons des histoires étonnantes, des idées reçues scientifiques et des faits inexpliqués. Installez-vous confortablement, commençons. Premier mensonge, plus votre immunité est forte, mieux vous vous portez. C'est probablement l'idée la plus répandue dans le monde entier. On en parle dans les publicités pour les vitamines, dans les magazines de santé, dans les conversations du quotidien. Renforce ton immunité. Ce slogan est partout. Mais voici ce que la science dit vraiment. Une immunité trop active n'est pas une bonne chose. C'est même l'une des causes les plus dangereuses de maladies graves. Les maladies auto-immunes, lupus, polyarthrite rhumatoïde, sclérose en plaques, sont précisément le résultat d'un système immunitaire hyperactif qui attaque les propres tissus de l'organisme. Les tempêtes de cytokines, qui ont tué des milliers de patients pendant la pandémie de Covid-19, étaient également le résultat d'une réponse immunitaire excessive. Ce n'est pas la force brute du système immunitaire qui compte, mais son équilibre délicat. Les immunologistes parlent de régulation, pas de stimulation. Ce que vous voulez, ce n'est pas un système immunitaire plus fort, c'est un système immunitaire plus intelligent. Cette distinction simple change tout ce que vous croyez savoir sur la santé et sur les produits que vous achetez pour vous protéger. Et cela devient encore plus intéressant. Deuxième mensonge, le froid vous rend malade. Cette croyance est transmise de génération en génération, de grand-mère en grand-mère, à travers le monde entier. Mets ton manteau ou tu vas attraper froid. Combien de fois avez-vous entendu cette phrase? Pourtant, les scientifiques ont réalisé des expériences fascinantes à ce sujet. Dans les années 60, des chercheurs britanniques ont exposé des volontaires à des virus du rhume dans des conditions de froid extrêmes et dans des conditions normales. Résultat? Aucune différence statistiquement significative dans le taux d'infection. Le froid lui-même ne vous rend pas malade. Ce qui se passe en réalité, c'est que pendant les mois froids, les gens restent davantage à l'intérieur, dans des espaces confinés, ce qui favorise la transmission des virus. De plus, l'air froid et sec peut assécher les muqueuses nasales, réduisant légèrement leur capacité à filtrer les agents pathogènes. Mais ce n'est pas le froid en soi qui est le coupable, c'est le contexte qu'il crée. Une nuance essentielle que la sagesse populaire a complètement effacée au fil des générations, préférant une explication simple à une réalité un peu plus complexe. Mais attendez, troisième mensonge, la vitamine C guérit le rhume. Linus Pauling, prix Nobel de chimie, a popularisé cette idée dans les années 70 avec son livre sur la vitamine C et le rhume commun. Il affirmait que des doses massives de cette vitamine pouvaient prévenir et guérir les infections respiratoires. Des millions de personnes l'ont cru, et beaucoup le croient encore aujourd'hui. Les ventes de compléments à la vitamine C ont explosé dans le monde entier. Mais voici la vérité. Des dizaines d'études menées depuis lors ont montré que la vitamine C ne réduit ni la fréquence ni la gravité du rhume chez la population générale. Elle peut légèrement raccourcir la durée du rhume, d'environ un demi-jour chez les adultes, mais uniquement chez les personnes soumises à un effort physique intense dans des conditions extrêmes, comme les marathoniens ou les soldats en exercice en milieu hostile. Pour la personne ordinaire qui avale des comprimés effervescents dès les premiers symptômes, l'effet est pratiquement nul. L'idée est séduisante, simple, rassurante. Et c'est exactement pourquoi elle persiste. Une bonne idée vendue par un grand nom, répétée pendant des décennies, finit par devenir une vérité intouchable dans l'esprit collectif. Voici un détail important. Quatrième mensonge, les antibiotiques aident à combattre les virus. Celui-ci est non seulement faux, mais potentiellement dangereux. Des enquêtes menées dans de nombreux pays montrent que des millions de personnes prennent des antibiotiques lorsqu'elles ont la grippe ou un rhume, pensant que cela les aidera à guérir plus vite. Les antibiotiques sont des médicaments conçus pour tuer des bactéries, des organismes unicellulaires vivants. Les virus ne sont pas des bactéries. Ce sont des entités biologiques entièrement différentes qui n'ont même pas de métabolisme propre. Un antibiotique face à un virus, c'est comme essayer d'éteindre un incendie avec une pelle. L'outil est simplement prévu pour autre chose. Pire encore, une utilisation excessive et inappropriée des antibiotiques a conduit à l'émergence de bactéries résistantes, ce qui est l'une des crises sanitaires les plus silencieuses, mais les plus graves de notre époque. L'Organisation mondiale de la santé estime que la résistance aux antibiotiques
pourrait causer 10 millions de morts par an d'ici 2050 si rien ne change. Ce chiffre est à peine croyable. Et pourtant, il est issu de projections scientifiques sérieuses. Chaque fois que quelqu'un prend des antibiotiques sans en avoir besoin, il contribue, une toute petite brique à la fois, à cette catastrophe annoncée. Et voici ce qui est surprenant. 5e mensonge, les vaccins surchargent le système immunitaire du nourrisson. Cette peur est profondément ancrée dans l'imaginaire collectif de nombreux parents. L'idée est intuitivement compréhensible. Un tout petit bébé, un système immunitaire encore fragile, et voilà qu'on lui injecte plusieurs vaccins en même temps. Cela ne semble-t-il pas excessif ? Les scientifiques ont étudié cette question en détail et leurs conclusions sont claires. Un nourrisson en bonne santé dès sa naissance est exposé à des milliards de bactéries et d'antigènes environnementaux chaque jour. Son système immunitaire est conçu précisément pour traiter cette quantité massive d'informations simultanément. Les vaccins du calendrier vaccinal standard ne représentent qu'une infime fraction de ce que le système immunitaire du bébé traite quotidiennement. Des études publiées dans les journaux médicaux les plus respectés ont calculé que le système immunitaire d'un nourrisson pourrait théoriquement traiter des milliers de vaccins en même temps sans être surchargé. Ce n'est pas une opinion, c'est une conclusion basée sur la biologie fondamentale. La peur de la surcharge est compréhensible émotionnellement, mais elle ne correspond à rien de réel biologiquement. Passons maintenant à la partie la plus curieuse. 6e mensonge. Les personnes qui ne tombent jamais malades ont une immunité exceptionnelle. Nous connaissons tous ce type de personnes, celles qui se vantent de ne pas avoir eu de rhume depuis des années. On l'envie, on l'admire, on pense qu'elle a un système immunitaire hors du commun. Mais la réalité est souvent beaucoup plus banale. Certaines personnes sont simplement moins exposées aux agents pathogènes. Elles télétravaillent, évitent les foules, ont des habitudes d'hygiène particulièrement rigoureuses. D'autres ont des variations génétiques qui les rendent naturellement moins susceptibles à certains virus spécifiques. Et certaines personnes pensent qu'elles ne tombent pas malades parce qu'elles ne reconnaissent pas leurs symptômes légers comme une maladie. Une légère fatigue, un léger écoulement nasal pendant un jour. Pour certains, ce n'est rien, alors que biologiquement, leur système immunitaire a bel et bien combattu une infection. Ne pas tomber malade n'est pas nécessairement un signe de super-immunité. C'est souvent une combinaison de chance, de génétique et de circonstances de vie favorables. L'admiration que nous projetons sur ces personnes dit davantage sur notre rapport à la maladie que sur leur biologie réelle. Et ce n'est pas tout. 7e mensonge, les suppléments boostent votre immunité. Parcourez n'importe quelle pharmacie ou boutique de bien-être et vous serez submergé par des étagères entières de produits promettant de renforcer, stimuler ou booster votre immunité. Échinacée, astragal, champignons reishi, zinc, sélénium, probiotiques spéciaux. La liste est infinie et les promesses sont flamboyantes. L'industrie des compléments alimentaires représente des centaines de milliards de dollars dans le monde entier. Pourtant, pour la grande majorité de ces produits, les preuves scientifiques d'efficacité chez des personnes en bonne santé sont extrêmement limitées. Le terme « booster l'immunité » est lui-même problématique. Comme nous l'avons vu plus tôt, vous ne voulez pas simplement booster votre immunité sans direction précise. Certains suppléments, comme le zinc, peuvent légèrement réduire la durée du rhume s'ils sont pris très rapidement après l'apparition des symptômes. Mais pour les personnes qui n'ont pas de carence nutritionnelle avérée, la plupart de ces compléments n'ont qu'un effet placebo documenté. Ce n'est pas rien. L'effet placebo est réel et mesurable. Mais ce n'est pas non plus ce que les fabricants sous-entendent avec leurs promesses illustrées de globules blancs victorieux sur les emballages colorés. Approfondissons. 8e mensonge, le stress n'affecte pas votre système immunitaire. Pendant longtemps, la médecine traditionnelle a séparé le corps et l'esprit en deux entités distinctes. L'idée que des émotions ou des états psychologiques pourraient influencer la biologie du système immunitaire semblait relever de la pensée magique plutôt que de la science. Mais depuis les années 80, un domaine entier de recherche a émergé, la psychoneuroimmunologie, qui étudie précisément l'interaction entre le cerveau, le système nerveux et le système immunitaire. Les résultats sont saisissants. Des études ont montré que le stress chronique réduit significativement l'activité des cellules tueuses naturelles, les cellules NK, qui sont l'une des premières lignes de défense contre les infections virales et les cellules cancéreuses. Les étudiants en période d'examen guérissent plus lentement de leurs blessures. Les personnes en deuil présentent une immunité mesurable et affaiblie pendant les semaines suivant leur perte. Le stress n'est pas dans la tête.
il a des conséquences biologiques réelles et mesurables. Des taux élevés de cortisol, l'hormone du stress, suppriment directement certaines fonctions immunitaires. C'est un mécanisme évolutif. En situation de danger immédiat, le corps priorise la fuite ou le combat plutôt que la réponse immunitaire. Mais quand ce stress devient chronique, le coût biologique devient énorme. Maintenant, faites attention. 9e mensonge, transpirer pendant une fièvre permet d'éliminer la maladie. Cette image est puissante et omniprésente. Le malade sous plusieurs couvertures, transpirant abondamment pour chasser le mal. Dans de nombreuses cultures, on donne aux malades des boissons chaudes et on les couvre pour provoquer la transpiration, croyant que c'est thérapeutique en soi. La réalité est plus nuancée et plus intéressante. La fièvre elle-même, pas la transpiration, est un mécanisme défensif réel. La hausse de température corporelle crée un environnement moins favorable à la multiplication de nombreux agents pathogènes, tout en accélérant certains processus immunitaires. La transpiration, quant à elle, est simplement le mécanisme de refroidissement du corps. Elle indique que la fièvre commence à redescendre, mais elle n'est pas en elle-même curative. Couvrir excessivement un malade pour forcer la transpiration peut en fait être dangereux, en risquant de faire monter la température à des niveaux problématiques, particulièrement chez les enfants. Les pédiatres mettent régulièrement en garde contre cette pratique culturellement bien ancrée, mais médicalement risquée. La fièvre mérite d'être respectée pour ce qu'elle est, une réponse intelligente, et non pas forcée à travers des couvertures empilées. Plus un autre détail apparaît. 10e mensonge, un système immunitaire sain vous protège contre tous les cancers. L'idée que le cancer est simplement le résultat d'un système immunitaire défaillant est séduisante dans sa simplicité. Si votre immunité est forte, elle détecte et détruit les cellules cancéreuses avant qu'elles ne prolifèrent. Et si vous avez un cancer, c'est que votre immunité était faible. Cette vision est à la fois partiellement vraie et fondamentalement réductrice. Oui, le système immunitaire joue un rôle dans la surveillance tumorale. Il détruit de nombreuses cellules anormales chaque jour. Mais les cancers qui se développent ont souvent évolué des mécanismes sophistiqués pour échapper précisément à cette surveillance immunitaire. Ils apprennent à se camoufler, à désactiver les cellules immunitaires qui les entourent, à créer un micro-environnement immunosuppresseur local. C'est d'ailleurs sur ce principe qu'est fondée l'immunothérapie anticancéreuse. Non pas booster l'immunité globalement, mais lever spécifiquement le camouflage que le cancer a créé. Des médicaments comme les inhibiteurs de points de contrôle ont transformé le traitement de certains cancers précisément parce qu'ils démasquent les tumeurs aux yeux du système immunitaire, qui peut alors les attaquer. C'est une révolution thérapeutique fascinante. Et voici ce qui soulève des questions. Si vous aimez nos vidéos sur des faits étonnants, des mythes et des révélations audacieuses, soutenez-nous avec un like et écrivez le chiffre 1 dans les commentaires. Sinon, écrivez 0. Cela nous aidera à comprendre ce qui vous intéresse et à rendre nos épisodes encore meilleurs. 11e mensonge, l'immunité acquise après une maladie est toujours meilleure que celle donnée par un vaccin. Cet argument est fréquemment utilisé dans les débats sur la vaccination. La logique semble implacable. Une immunité naturelle, obtenue en ayant réellement eu la maladie, doit être supérieure à une immunité artificielle induite par un vaccin. Et dans certains cas, c'est vrai. L'infection naturelle par certains agents pathogènes produit effectivement une réponse immunitaire très robuste et durable. Mais l'argument oublie délibérément un détail crucial. Pour obtenir cette immunité naturelle, il faut d'abord survivre à la maladie. La rougeole peut causer l'encéphalite et la cécité. La varicelle peut tuer des adultes immunodéprimés. La coqueluche peut être fatale pour les nourrissons. Le prix à payer pour l'immunité naturelle peut être extrêmement élevé. Les vaccins modernes sont précisément conçus pour induire une réponse immunitaire solide et protectrice sans faire passer le patient par les risques de la maladie elle-même. C'est technologiquement remarquable, pas inférieur. Et pour certaines maladies comme la poliomyélite ou la variole, l'immunité vaccinale a tout simplement sauvé des millions de vies que l'immunité naturelle n'aurait jamais pu épargner. Mais il existe une autre version. 12e mensonge. Les personnes âgées ont toujours une immunité plus faible. L'immunosénescence, le vieillissement du système immunitaire, est un phénomène réel et documenté. En vieillissant, certains aspects de la réponse immunitaire changent effectivement. Mais changer n'est pas synonyme de s'effondrer uniformément.
La réalité est bien plus complexe et à certains égards surprenante. Le système immunitaire adaptatif des personnes âgées contient souvent une bibliothèque d'anticorps et de mémoires immunitaires extraordinairement riche, accumulée au fil des décennies d'exposition à des agents pathogènes. Une personne de 75 ans qui a traversé des dizaines d'infections au cours de sa vie a un système immunitaire qui connaît énormément de choses. Cette expérience accumulée est une forme de force, pas de faiblesse. Ce qui diminue avec l'âge, c'est davantage la capacité à répondre à des nouveaux pathogènes jamais rencontrés. D'où l'importance des vaccins pour les personnes âgées, plutôt qu'une faiblesse globale et uniformément accrue à tout ce qui existe. La vision simpliste d'un système immunitaire qui s'effondre avec l'âge est bien trop grossière pour être utile ou juste. Le point suivant n'est pas moins étonnant. 13e mensonge, les allergies signifient que vous avez un système immunitaire faible. Voici une idée curieuse mais répandue. Si vous souffrez d'allergies, c'est parce que votre immunité n'est pas à la hauteur. En réalité, les allergies sont exactement le contraire d'une immunité faible. Une allergie est une réponse immunitaire exagérée et inappropriée à une substance normalement inoffensive. Le pollen, les arachides, les acariens. Votre système immunitaire ne manque pas de force. Il fait preuve d'un excès de zèle totalement mal dirigé. Les personnes allergiques ont souvent des réponses immunitaires mesurément plus intenses que la moyenne sur certains axes spécifiques. La théorie hygiéniste, développée à partir des années 80, suggère même qu'une exposition prolimitée aux agents infectieux dans la petite enfance, due à des environnements trop stériles, peut mener le système immunitaire à chercher des cibles de remplacement comme les allergènes environnementaux. C'est une idée fascinante qui remet en question notre rapport à la propreté et à la stérilisation de nos environnements de vie. Plus vous privez le système immunitaire d'ennemis réels à combattre dans les premières années de vie, plus il risque de se tromper de cible et d'attaquer des choses parfaitement inoffensives comme une cacahuète ou un grain de pollen printanier. Et ici, une nouvelle histoire apparaît. 14e mensonge. Les antibactériens et les désinfectants renforcent votre immunité en vous protégeant des germes. Dans la continuité directe de ce que nous venons d'évoquer, l'obsession moderne pour les produits antibactériens, savon, gel, lingettes désinfectantes, repose sur une prémisse fondamentalement incorrecte. L'idée est simple. Moins de germes signifie moins de maladies, ce qui signifie un corps plus fort. Mais le microbiome humain, les centaines de milliards de micro-organismes qui vivent sur et dans notre corps, jouent un rôle central dans la maturation et le fonctionnement du système immunitaire. Des études ont montré que des enfants élevés dans des environnements trop stériles développent des systèmes immunitaires moins bien calibrés, avec des taux plus élevés d'allergies et de maladies auto-immunes. En plus de cela, l'utilisation excessive de produits antibactériens contribue à l'émergence de bactéries résistantes, aggravant la crise mondiale de l'antibiorésistance. Les désinfectants ont leur place dans les contextes médicaux et lors des épidémies réelles, mais une utilisation quotidienne obsessionnelle dans des conditions normales de vie est contre-productive à l'échelle de la population. Nous avons créé des environnements si propres que nos systèmes immunitaires ne savent plus très bien comment se comporter face au monde réel. Passons à la suite. 15e mensonge. Dormir peu n'a pas d'impact significatif sur l'immunité. Dans nos sociétés qui valorisent la productivité et considèrent souvent le manque de sommeil comme une forme de vertu, je dors 5 heures, j'ai trop de choses à faire. Cette idée est confortable. Mais les données scientifiques sont d'une clarté embarrassante. Une étude célèbre publiée dans la revue Sleep a suivi des participants exposés au virus du rhume et a constaté que ceux qui dormaient moins de 6 heures par nuit étaient 4 fois plus susceptibles d'attraper un rhume que ceux qui dormaient plus de 7 heures. Pendant le sommeil, le système immunitaire libère des cytokines, des protéines de signalisation essentielles à la réponse immunitaire. Il consolide les mémoires immunitaires. Il répare et régénère des populations de cellules immunitaires. Priver votre corps de sommeil, c'est priver votre système immunitaire de son temps de travail le plus productif. Aucun supplément vendu en pharmacie ne peut compenser une dette chronique de sommeil. C'est une vérité inconfortable dans un monde où les comprimés de mélatonine et les boissons immunité se vendent par millions, pendant que les gens continuent de sacrifier leur nuit devant des écrans. La biologie ne négocie pas avec nos agendas chargés. Et voici ce qui est vraiment intéressant. 16e mensonge, l'exercice intense améliore toujours l'immunité. L'exercice physique est bon pour la santé, c'est un fait largement établi. L'activité physique modérée et régulière
est effectivement associé à une meilleure fonction immunitaire. Mais l'exercice intense et prolongé raconte une histoire différente. Il existe un phénomène bien documenté appelé la fenêtre ouverte, une période de quelques heures à quelques jours après un effort physique extrême, comme un marathon ou un ultra-trail, pendant laquelle l'immunité est significativement déprimée. Les athlètes de haut niveau qui s'entraînent à des volumes très élevés présentent des taux d'infection des voies respiratoires supérieurs nettement plus élevés que la population générale. Le corps, après un effort majeur, dirige ses ressources vers la réparation musculaire et la récupération au détriment temporaire de la surveillance immunitaire. C'est un compromis biologique fascinant. C'est pourquoi les athlètes professionnels entourent leur alimentation, leur récupération et leur sommeil de protocoles extrêmement rigoureux. Ils savent que l'entraînement seul ne suffit pas et peut même temporairement les affaiblir. Le message n'est pas « ne faites pas de sport », c'est « la dose fait le poison », même pour quelque chose d'aussi bénéfique que l'exercice physique. Le détail suivant pourrait vous surprendre. 17e mensonge, les enfants qui grandissent dans des fermes sont plus souvent malades. L'intuition populaire pourrait suggérer que les enfants exposés à la boue, aux animaux, aux micro-organismes des fermes, soient des terrains de jeu idéaux pour toutes sortes d'infections. Pourtant, des études épidémiologiques menées notamment en Europe du Nord et en Suisse ont découvert quelque chose de remarquable. Les enfants qui grandissent dans des fermes traditionnelles, au contact des animaux et de la biodiversité microbienne environnante, développent significativement moins d'allergies, d'asthme et de maladies auto-immunes que les enfants urbains. Ce phénomène, parfois appelé l'effet ferme, est l'une des démonstrations les plus convaincantes de la théorie hygiéniste. Un système immunitaire exposé à une grande diversité d'agents biologiques pendant les premières années de vie apprend à distinguer les menaces réelles des faux positifs, développant une tolérance et une précision que l'on ne retrouve pas dans un système immunitaire élevé en environnement trop propre. Ces enfants de ferme ne sont pas plus souvent malades. Ils sont, à certains égards, immunologiquement mieux équipés pour la vie adulte. C'est une leçon que les concepteurs d'environnement urbain et pédiatrique commencent tout juste à intégrer dans leurs réflexions sur la santé publique. Mais il y a une nuance. 18e mensonge. Si vous mangez sainement, votre système immunitaire sera parfait. L'alimentation joue évidemment un rôle important dans la santé immunitaire. Des carences en zinc, en vitamine D, en vitamine A, en fer ou en protéines peuvent altérer significativement la fonction immunitaire. Mais l'idée qu'une alimentation parfaite vous rendra invulnérable aux infections est une simplification grossière qui sert davantage les intérêts de l'industrie alimentaire santé que ceux de la biologie réelle. Le système immunitaire est influencé par des dizaines de facteurs simultanément. Génétique, âge, stress, sommeil, exposition aux pathogènes, microbiome, médicaments, maladies chroniques. Une alimentation excellente améliore le terrain, mais ne garantit rien. Par ailleurs, l'industrie alimentaire santé a largement exploité cette croyance pour vendre des super-aliments, des jus détox et des régimes miracles censés purifier et renforcer l'organisme. La plupart de ces produits n'ont pas de base scientifique sérieuse. Une alimentation équilibrée, variée, riche en fruits et légumes est recommandée, non pas parce qu'elle crée une immunité parfaite, mais parce qu'elle évite les carences nuisibles. Ce n'est pas la même chose, et cette différence sémantique vaut des milliards de dollars pour ceux qui savent en jouer. Et voici un autre exemple. 19e mensonge. Les médicaments homéopathiques stimulent le système immunitaire. L'homéopathie est un sujet sensible dans de nombreux pays, où elle bénéficie d'une longue tradition culturelle et d'une popularité indéniable. Pourtant, sur le plan immunologique, la situation est claire. Les médicaments homéopathiques sont dilués à des niveaux tels que selon les lois de la chimie, il ne reste statistiquement plus aucune molécule de la substance active dans le produit final. Il est donc physiquement impossible qu'ils interagissent avec le système immunitaire d'une manière spécifique et pharmacologiquement active. Des méta-analyses systématiques regroupant des centaines d'études n'ont trouvé aucune preuve que l'homéopathie soit plus efficace qu'un placebo pour prévenir ou traiter les infections. L'effet placebo lui-même est réel et peut avoir des effets mesurables, mais il n'est pas le même que stimuler le système immunitaire. De nombreux pays réévaluent actuellement le remboursement de ces produits par leur système de santé, ce qui provoque des débats passionnés entre partisans de la tradition et défenseurs de la médecine fondée sur les preuves. Ce débat est loin d'être clos culturellement, même si scientifiquement, la conclusion est assez nette.
Il est temps de continuer. 20e mensonge. Votre groupe sanguin détermine la force de votre immunité. Cette croyance est populaire dans certaines communautés de bien-être et de médecine alternative. Elle a été amplifiée par des ouvrages grand public qui suggèrent que votre groupe sanguin détermine vos forces et faiblesses immunitaires, vos prédispositions aux maladies et même votre alimentation idéale. L'idée est séduisante parce qu'elle offre une identité biologique claire et une prescription de vie simple. Il est vrai que des recherches ont montré que certains groupes sanguins sont légèrement plus susceptibles à certaines maladies spécifiques. Des corrélations ont été observées entre le groupe sanguin O et la susceptibilité à certaines formes d'infection à norovirus par exemple. Mais ces associations sont faibles, complexes et ne permettent absolument pas de prédire la force globale d'un système immunitaire individuel. L'immunité est un système d'une complexité biologique qui dépasse de très loin un simple marqueur comme le groupe sanguin. Les régimes alimentaires par groupe sanguin n'ont aucune validation scientifique sérieuse. Ce sont des constructions narratives convaincantes, bien écrites, bien vendues, mais qui ne correspondent pas à la réalité de la biologie humaine. Ici se cache un point important. 21e mensonge. Vous pouvez décrasser votre système immunitaire avec une cure détox. Le concept de détox est l'un des phénomènes marketing les plus remarquables de ces 2 dernières décennies. Des millions de personnes font des cures de jus, des jeûnes, des régimes de nettoyage, en croyant éliminer des toxines accumulées et ainsi repartir sur de meilleures bases immunitaires. Mais il existe un problème fondamental avec cette idée. Votre corps possède déjà des systèmes de détoxification extraordinairement efficaces. Le foie, les reins, les poumons, la peau. Ces organes travaillent en permanence, 24 heures sur 24, à neutraliser et éliminer les déchets métaboliques et les substances nocives. Aucune cure de jus ne les rend plus propres. Ils fonctionnent déjà à pleine capacité de manière continue. Et les toxines dont parlent les promoteurs de ces cures ne sont jamais précisément identifiées, parce que si elles l'étaient, on découvrirait rapidement qu'elles sont déjà prises en charge par la physiologie normale. C'est du marketing, pas de la biologie. La détox vante un sentiment de contrôle et de purification symbolique, ce qui peut avoir une valeur psychologique, mais l'immunité, elle, n'en a strictement rien à faire. Et voici ce qui est généralement passé sous silence. 22e mensonge. L'huile essentielle d'eucalyptus détruit les virus dans les voies respiratoires. Les huiles essentielles jouissent d'une immense popularité, et certaines d'entre elles ont des propriétés biologiques réelles et intéressantes. L'eucalyptol, le composé principal de l'huile essentielle d'eucalyptus, possède effectivement des propriétés anti-inflammatoires documentées in vitro, c'est-à-dire en laboratoire, sur des cellules isolées. Mais il y a une distance énorme entre agit sur des cellules dans une boîte de pétri et détruit des virus dans vos voies respiratoires quand vous l'inhalez. La concentration d'eucalyptol qui atteint réellement les cellules respiratoires lors d'une inhalation est bien inférieure aux concentrations actives testées en laboratoire. Les huiles essentielles peuvent offrir un soulagement symptomatique réel, elles peuvent faciliter la respiration, réduire l'inconfort de la congestion nasale grâce à leurs propriétés décongestionnantes. Ces effets sont réels et appréciables. Mais prétendre qu'elles tuent les virus dans votre corps, c'est extrapoler de manière injustifiée des données de laboratoire à une réalité physiologique très différente. Cette confusion entre effets in vitro et effets in vivo est l'une des sources les plus fréquentes de fausses croyances dans le domaine de la santé naturelle, et elle est rarement expliquée clairement au grand public. Il y a une suite. 23e mensonge. Une fois immunisé contre une maladie, vous l'êtes pour la vie. La rougeole. Si vous avez été vacciné ou si vous l'avez eu, vous confère généralement une immunité à vie. Mais la rougeole est l'exception, pas la règle. Pour de nombreuses autres maladies, l'immunité, qu'elle soit acquise naturellement ou par vaccination, s'affaiblit avec le temps. C'est pourquoi des rappels vaccinaux existent et sont médicalement nécessaires. L'immunité contre la coqueluche, par exemple, qu'elle soit naturelle ou vaccinale, dure en général 5 à 10 ans, ce qui explique pourquoi des épidémies de coqueluche surviennent encore dans des populations largement vaccinées. L'immunité contre le tétanos nécessite des rappels tous les 10 ans. Ces délais ne sont pas arbitraires. Ils reflètent la durée de vie réelle des populations de cellules mémoire et des anticorps circulants. Et bien sûr, certains agents pathogènes comme le virus de la grippe ou les coronavirus mutent suffisamment rapidement pour contourner les défenses immunitaires existantes, ce qui nécessite des vaccins régulièrement mis à jour. L'immunité est un état dynamique, pas une armure permanente et infaillible forgée une fois pour toutes. Et maintenant, un fait rarement évoqué.
24e mensonge, le lait maternel confère une immunité permanente aux nourrissons. Le lait maternel est extraordinaire, c'est un fait indéniable. Il contient des anticorps, notamment des immunoglobulines A sécrétoires, des cellules immunitaires, des facteurs de croissance, des oligosaccharides qui nourrissent le microbiome intestinal et d'autres composants bioactifs qui offrent une protection précieuse aux nourrissons pendant la période d'allaitement. L'allaitement maternel est associé à une réduction significative du risque d'infection gastro-intestinale, d'otite et de certaines infections respiratoires. Ce sont des bénéfices réels, documentés, importants. Mais voici la nuance importante. Cette protection est largement passive et temporaire. Les anticorps transmis par le lait maternel sont des anticorps de la mère. Ils disparaissent progressivement du système du bébé après l'arrêt de l'allaitement. Ils ne programment pas le système immunitaire du nourrisson de manière permanente. L'allaitement maternel est bénéfique, et cette nuance ne doit pas décourager les mères. Mais l'idée qu'il confère une protection immunitaire permanente et complète est incorrecte et peut créer des attentes irréalistes sur la santé de l'enfant après le sevrage. À partir de ce moment, la partie la plus intéressante commence. 25e mensonge. Les personnes en surpoids ont nécessairement un système immunitaire défaillant. La relation entre le poids corporel et le système immunitaire est complexe, multidirectionnelle et souvent mal comprise. Il est vrai que l'obésité est associée à un état d'inflammation chronique de bas grade, lié notamment au tissu adipeux qui sécrète des adipokines pro-inflammatoires. Cet état inflammatoire chronique peut effectivement altérer certains aspects de la fonction immunitaire. Mais être en surpoids signifie avoir un système immunitaire défaillant est une généralisation inexacte qui ignore la diversité biologique individuelle et peut conduire à des jugements stigmatisants. Des personnes en surpoids peuvent avoir des réponses immunitaires tout à fait robustes et des personnes minces peuvent présenter des déficits immunitaires significatifs. Le poids est l'un des facteurs parmi des dizaines d'autres. La relation entre adiposité et immunité est également bidirectionnelle. Certaines maladies inflammatoires chroniques peuvent contribuer à la prise de poids, créant des cercles de causalité qui ne se résument pas à plus de poids égale moins d'immunité. Réduire cette complexité à une formule simple, c'est à la fois scientifiquement inexact et humainement dommageable. Et puis, un retournement inattendu. 26e mensonge, les personnes stressées tombent malades parce qu'elles sont moins résistantes. Cette idée, souvent exprimée tacitement plutôt qu'ouvertement, implique une forme de responsabilité morale dans la maladie. Si vous tombez malade fréquemment, c'est que vous manquez de résistance, que vous êtes trop sensible, que vous ne gérez pas bien votre stress. C'est à la fois scientifiquement imprécis et socialement toxique. La susceptibilité aux infections est influencée par des facteurs largement hors du contrôle individuel. Génétique, exposition professionnelle, conditions de logement, accès aux soins, niveau de stress chronique lié aux conditions socio-économiques. Des études ont montré que les personnes vivant dans la pauvreté, dans des conditions de travail précaires ou dans des environnements socialement instables, présentent des profils immunitaires altérés. Non pas par manque de volonté ou de résistance, mais comme conséquence directe et mesurable de stress chronique structurel. La santé immunitaire est en grande partie une question sociale, pas seulement individuelle. Moraliser la maladie revient à ignorer les déterminants sociaux de la santé, qui sont pourtant parmi les facteurs les plus puissants que la recherche épidémiologique ait identifiés. Ce moment change tout. 27e mensonge. Les douches froides activent le système immunitaire de manière durable. L'immersion dans l'eau froide et les douches froides ont connu un regain de popularité spectaculaire ces dernières années, porté par des figures comme Wim Hof et des promesses de bénéfices immunitaires significatifs. Les études scientifiques sur ce sujet sont réelles, mais modestes dans leurs conclusions. Oui, les douches froides régulières semblent être associées à une réduction du nombre de jours de maladie dans certaines études observationnelles. Oui, la réponse au froid déclenche des changements physiologiques, activation du système nerveux sympathique, libération d'adrénaline, activation de la graisse brune. Mais l'idée que ces expositions activent le système immunitaire de manière durable et profonde va bien au-delà de ce que les données actuelles permettent de conclure. Les mécanismes précis ne sont pas encore clairement établis. Les effets observés pourraient être liés à d'autres habitudes corrélées chez les personnes qui pratiquent les douches froides régulièrement. Activité physique, discipline mentale, alimentation soignée, sommeil rigoureux. C'est un domaine prometteur, mais les affirmations les plus enthousiastes dépassent largement la science disponible. Faites-le si cela vous plaît,
Mais n'attendez pas l'invincibilité immunitaire en échange. Examinons le point suivant. 28e mensonge. Votre immunité est séparée de votre microbiome intestinal. Pendant la majeure partie de l'histoire de la médecine moderne, les bactéries intestinales étaient considérées comme des passagers, présents mais pas fondamentaux pour les grandes fonctions de l'organisme. Les 2 dernières décennies ont complètement renversé cette vision. Nous savons maintenant qu'environ 70% des cellules immunitaires du corps humain résident dans ou autour du tractus intestinal. Le microbiome intestinal, cette communauté de centaines de milliards de micro-organismes qui vivent dans vos intestins, communique de manière continue et bidirectionnelle avec le système immunitaire. Il aide à éduquer le système immunitaire, à définir ce qui est soi et étranger, à moduler l'inflammation, à produire des métabolites qui influencent des fonctions immunitaires à distance des intestins. Des perturbations du microbiome intestinal, par des antibiotiques, une alimentation pauvre en fibres, du stress chronique, sont associées à des modifications significatives de la réponse immunitaire. L'idée que l'intestin et l'immunité sont 2 systèmes séparés est aujourd'hui radicalement dépassée. Ce que vous mettez dans votre assiette façonne votre microbiome, qui façonne votre immunité. Une chaîne de causalité que la médecine ancienne n'avait pas anticipée. Avançons. 29e mensonge. Les anti-inflammatoires pris régulièrement renforcent l'immunité en réduisant l'inflammation. L'inflammation est souvent perçue comme quelque chose à combattre et éliminer systématiquement. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens, aspirine, ibuprofène, paracétamol, sont parmi les médicaments les plus consommés au monde. Et pour un usage ponctuel face à une douleur ou une fièvre élevée, ils ont clairement leur place dans l'arsenal thérapeutique. Mais l'idée qu'une prise régulière d'anti-inflammatoires améliore l'immunité en contrôlant l'inflammation est incorrecte et potentiellement dangereuse. L'inflammation aiguë est une partie essentielle de la réponse immunitaire. C'est le signal d'alarme, le mécanisme de recrutement des cellules immunitaires, le processus de réparation tissulaire. Inhiber systématiquement cette réponse peut ralentir la guérison et masquer des infections. Par exemple, abaisser systématiquement la fièvre avec des médicaments antipyrétiques peut en réalité prolonger la durée de certaines infections, car la fièvre est un mécanisme défensif fonctionnel. La médecine moderne ne recommande plus de traiter systématiquement toute fièvre. Elle distingue les fièvres qui nécessitent une intervention de celles qui méritent d'être respectées comme une réponse immunitaire saine. Maintenant, ce qui est souvent caché. 30e mensonge. L'immunité est uniquement affaire de globules blancs. Demandez à quelqu'un de décrire le système immunitaire, et la réponse sera presque toujours centrée sur les globules blancs, les soldats du corps. Cette représentation, bien que pas fausse, est extraordinairement incomplète. Le système immunitaire inné, la première ligne de défense, inclut des barrières physiques comme la peau, les muqueuses, les poils nasaux, les cils trachéaux, qui filtrent les particules inhalées. Il inclut des composants chimiques comme le pH acide de l'estomac, qui détruit la plupart des agents pathogènes ingérés, les enzymes de la salive, le lysozyme des larmes. Il comprend des protéines du complément circulante, des cellules dendritiques, des macrophages résidant dans les tissus, bien avant que les globules blancs classiques n'entrent en scène. C'est un système en couches multiples, d'une sophistication remarquable. Le système immunitaire adaptatif implique des lymphocytes T et B, mais aussi des plasmocytes, des cellules mémoire, des anticorps circulants, et comme nous l'avons évoqué, le microbiome comme composante fonctionnelle. Le système immunitaire est une architecture biologique d'une complexité qui dépasse de très loin l'image simpliste des soldats globules blancs patrouillant dans le sang. Et voici ce qui est vraiment intéressant. 31e mensonge. Les personnes immunodéprimées ne doivent jamais être en contact avec des personnes saines. Cette idée conduit à une forme d'isolement qui peut être psychologiquement destructrice et qui n'est pas toujours médicalement justifiée. Les personnes immunodéprimées, que ce soit en raison d'une chimiothérapie, d'une infection par le VIH, d'une maladie auto-immune ou d'une transplantation d'organes, ont effectivement besoin de précautions spécifiques dans certains contextes. Mais ces précautions sont ciblées, pas absolues. Les recommandations médicales actuelles encouragent les personnes immunodéprimées à maintenir une vie sociale active, avec des précautions adaptées, pas à se retirer du monde. L'isolement prolongé a lui-même des effets négatifs documentés sur la santé physique et mentale, sur la régulation du stress, sur le microbiome, sur la motivation à prendre soin de soi. Le soutien social est lui-même un facteur de santé immunologique. Les précautions réelles concernent surtout l'évitement des personnes présentant des symptômes infectieux actifs,
des lieux très fréquentés pendant les épidémies connues, et certains aliments à risque microbiologique. Ce n'est pas la même chose que de vivre dans une bulle hermétique, coupée de tout contact humain. Le point suivant n'est pas moins étonnant. 32e mensonge, l'immunité naturelle est une chose unique et uniforme chez tous les humains. L'idée implicite derrière beaucoup de conseils de santé est que le système immunitaire est une entité standard, identique d'une personne à l'autre, qui répond de manière prévisible à des interventions standardisées. Mais la recherche en immunologie a révélé une variabilité interindividuelle spectaculaire qui remet en question cette vision uniformisante. Des études génomiques ont montré que la diversité du système immunitaire entre individus est influencée par des centaines de variants génétiques. Le sexe biologique influence profondément l'immunité, les femmes ont généralement des réponses immunitaires plus robustes que les hommes sur certains axes, mais sont aussi statistiquement plus susceptibles aux maladies auto-immunes. Ces différences ne sont pas de simples variations mineures, elles peuvent être déterminantes face à certaines infections. L'âge, le microbiome, les expositions passées aux infections, la géographie, l'alimentation culturelle, chacun de ces facteurs module le système immunitaire de manière unique et personnelle. C'est pourquoi la médecine de précision et l'immunologie personnalisée sont des domaines en plein essor. L'idée qu'une même intervention convient également à tous est de plus en plus remise en question par la science. Passons à la suite. 33e mensonge, vous ne pouvez rien faire pour améliorer votre immunité. C'est entièrement génétique. Après avoir démoli 32 fausses certitudes, on pourrait glisser vers l'autre extrême. Puisque l'immunité est si complexe et que tant de choses ne fonctionnent pas comme on le croit, peut-être qu'elle est entièrement déterminée par nos gènes et que rien de ce que nous faisons ne peut vraiment la modifier. C'est une conclusion tout aussi erronée que les mythes précédents et tout aussi paralysante. Oui, la génétique joue un rôle important, mais les facteurs modifiables ont tous des effets mesurables et documentés. Le sommeil suffisant et régulier, la gestion active du stress chronique, l'activité physique modérée pratiquée régulièrement, une alimentation variée, riche en fibres et en végétaux, qui nourrit le microbiome, l'évitement du tabac et de l'alcool en excès, le maintien de liens sociaux de qualité. Oui, même les relations humaines ont un impact immunologique documenté. Ce ne sont pas des remèdes miracles, ils ne vous rendront pas invincibles. Ils ne remplaceront pas les vaccins, ni la médecine, ni la génétique favorable. Mais ensemble, ils créent les conditions les plus favorables pour que votre système immunitaire fasse ce pourquoi il a été façonné par des millions d'années d'évolution. Vous défendre intelligemment, avec précision, avec équilibre et avec une sophistication que nous commençons tout juste à vraiment comprendre. Voilà ce que nous avons parcouru ensemble aujourd'hui. 33 idées que des millions de personnes tiennent pour vraies et que la science remet sérieusement en question. Mais il faut être honnête, le domaine de l'immunologie est en perpétuelle évolution et plusieurs zones d'ombre persistent. Le rôle exact du microbiome intestinal dans la régulation immunitaire est encore activement étudié. Nous savons que la relation existe, mais les mécanismes précis restent à clarifier. La question de savoir si certaines pratiques comme le jeûne intermittent ou l'exposition au froid ont des effets immunologiques réels et durables reste ouverte, avec des études prometteuses, mais encore insuffisantes pour des conclusions définitives. La variabilité individuelle est tellement grande qu'il est probable que certaines interventions fonctionnent réellement pour certaines personnes et pas pour d'autres. Une réalité que la médecine standardisée peine encore à intégrer pleinement. Ce qui est certain, c'est que la simplicité est rarement une alliée fidèle quand on parle du corps humain. Le système immunitaire est trop subtil, trop dynamique, trop profondément intégré dans chaque dimension de notre biologie pour se laisser réduire à des slogans. Méfions-nous des certitudes confortables et continuons à poser des questions.